Madame, Monsieur, bonsoir. L'Afrique Atlantique au menu de questions d'actu ce soir. Et quelques chiffres d'abord pour commencer et présenter cette thématique. L'Afrique Atlantique, ce sont pas moins de 23 pays qui disposent d'une façade atlantique sur le continent africain, bien évidemment, soit 46% de la population africaine et un peu plus de la moitié du PIB du continent est concentré sur cette région. 55% et presque autant du commerce continental. Mais voilà, ces pays ne reçoivent que 4% des flux des investissements directs étrangers à destination de l'espace atlantique contre 74% pour les pays de la rive nord. C'est pour changer justement cette dernière donne et faire face aux défis communs qu'une initiative a vu le jour. Elle est le fruit de la vision de Sa Majesté le Roi Mohamed VI, celle de transformer l'espace africain atlantique en une zone de paix, de stabilité et de prospérité partagée. Il s'agit du processus des États africains atlantiques, le PEAA. C'était le 1er juin 2022 à Rabat. Après une deuxième réunion interministérielle à New York, la capitale marocaine a accueilli ce mercredi la troisième réunion de ce PEAA qui s'est soldée par l'adoption de la déclaration de Rabat II autour d'une vision de partenariat africain-atlantique flexible, progressif et solidaire. Cette vision est d'abord axée sur le dialogue politique, mais aussi celui de la sécurité. Pour faire face, bien évidemment, à ces challenges contemporains et communs. Lutte contre le terrorisme, criminalité transnationale organisée, la piraterie maritime, encore la migration clandestine. Les enjeux économiques et écologiques ne sont pas ou plutôt figurent également dans cet agenda, l'économie bleue, la connectivité maritime ou encore l'énergie. La prochaine réunion ministérielle du PEA est prévue à New York en septembre prochain, en marge de la 78e session de l'Assemblée générale des Nations unies. Alors quand on parle de cette vision de l'espace atlantique africain et aussi de la coopération avec ses voisins de l'autre côté de cet océan, il y a beaucoup à dire et on en parle aujourd'hui en compagnie de mes invités. Tout d'abord, le Senior Fellow au Policy Center for the New South, Abdelhak Bassou. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue à vous sur ce plateau. Merci. Un plaisir renouvelé de vous accueillir. Et un plaisir renouvelé d'accueillir aussi Nabil Adel, directeur du groupe de recherche en géopolitique et géoéconomie à l'ESCA. Bonsoir Nabil Adel. Bonsoir, merci pour l'invitation. Marhaba, bien merci à vous de répondre à nos questions. Alors, Abdelhak Bassou, le PCNS, le Policy Center for the New South, qui est un think tank marocain, vient de publier son dernier rapport, le rapport annuel sur la géopolitique de l'Afrique 2023, sous votre direction. Et pour citer Karim Enaoui, président du PCNS, qui a salué la rigueur, je cite, légendaire de Abdelhak Bassou dans la coordination et les choix des papiers de qualité de cet ouvrage. Alors un ouvrage qui compte quand même 30 auteurs issus de 12 pays africains, donc faire raconter l'Afrique par les Africains. Qu'est-ce qu'on peut dire sur l'évolution de la géopolitique de l'Afrique en 2023, en préambule à notre sujet qui concerne cet espace atlantique stratégique des pays africains? C'est vrai que ce rapport raconte donc l'Afrique géopolitique. Je rappelle que c'est la 6e édition, donc c'est un peu l'African Story qui est racontée. Et chaque année, donc, est-ce que ce que nous regardons ou ce que nous observons, est-ce que c'est une évolution? Est-ce que c'est une stagnation? Est-ce que c'est une dévolution? Je crois que c'est en dents de scie. C'est en dents de scie, d'autant plus que ces dernières années, c'est-à-dire l'Afrique a eu à confronter la Covid, laquelle Covid a un peu stoppé certaines choses. Donc, souvenons-nous de ce projet de faire taire les armes qui tombait en 2020. Or, en 2020, il n'y avait pas grand-chose à faire sur ces questions. Et parfois, il y a des montées, c'est-à-dire l'Union africaine qui est arrivée, par exemple, à stopper la guerre civile en Éthiopie. C'est un peu... Nous avons assisté aux élections au Nigeria.
On a toujours dit, tout le monde a écrit. D'ailleurs, tous les rapports que nous avions à partir d'entités non africaines ou de structures non africaines nous disaient qu'au Nigeria, ça va tourner à la violence. Et pourtant, le Nigeria a fait des élections démocratiques qui se sont passées relativement dans de bonnes conditions. Et c'est d'ailleurs ça, la philosophie de ce rapport géopolitique. Je rappelle d'ailleurs que n'écrivent dans ce rapport que les Africains. C'est un rapport, c'est un narratif africain, fait par les Africains. Ça change un peu, parce que généralement, ce genre de narratifs nous sont racontés par des think tanks américains principalement, ou encore européens. Avec quelques auteurs africains, mais... Oui, mais qui participent à nous raconter comme étant le continent du terrorisme, le continent du sous-développement, le continent de la migration, le continent des réfugiés. Mais il y a un autre aspect qui n'est pas raconté. Et donc, quand je dis ça, le narratif que nous développons dans le rapport géopolitique n'est pas un narratif pour dire que tout marche bien. Entre un afro-optimisme béat ou un afro-pessimisme obscur, nous nous plaçons dans certains afro-réalismes. Dans un afro-réalisme. Et cela me fait penser à ce discours historique d'Abidjan, discours de Sa Majesté le roi Mohamed VI, qui restera bien sûr gravé dans la mémoire de tous les Africains, où il est question de cette Afrique qui doit faire confiance à cette Afrique, aux chercheurs de cette Afrique, à tout ce qui est relatif à ce qui est produit par les Africains pour les Africains. Un mot justement sur ce nouveau profil stratégique de l'espace atlantique africain, Nabil Adel. Vous faites bien de citer ce discours. Ça change des discours du type l'homme africain n'est pas rentré dans l'histoire de Nicolas Sarkozy. Le gros mot prononcé par Donald Trump pour qualifier l'Afrique quand il a qualifié d'un trou. Et le regard condescendant que peuvent avoir certaines puissances sur l'Afrique. Maintenant, quand vous avez une nouvelle génération de leaders africains qui assument le rôle historique que peut jouer l'Afrique aujourd'hui, nous parlons d'un réservoir de matières premières. Nous parlons d'un réservoir de jeunesse. En 2023. En 2023, bien sûr, en 2023. Et nous parlons d'un continent qui peut, dans l'espace de quelques années, avoir une classe moyenne qui peut soutenir un développement durable. Donc, le discours de Sa Majesté et cette nouvelle vision, c'est juste pour se dire, on a confiance en nous, les Africains peuvent faire des choses, et d'ailleurs je vous félicite pour ce rapport. Là, pour une fois, c'est nous qui nous évaluons, voilà, objectivement, mais on n'a plus besoin que les autres disent, voilà l'Afrique, avec ce regard souvent paternaliste, qui a été contesté lors de la dernière visite du président Macron par beaucoup de chefs d'État africains. On ne veut plus de ce regard où on vient vous donner des leçons et vous regardez comme si vous étiez un enfant mineur. On veut du partenariat win-win, et c'est la raison pour laquelle le Maroc perce en Afrique et beaucoup d'anciennes puissances coloniales perdent du chemin par rapport à des puissances émergentes telles que la Chine ou l'Inde, qui ont compris comment fonctionne l'Afrique, qui n'a pas besoin qu'on lui donne des leçons et qui a besoin juste de business et de développement économique. Ce discours du souverain prononcé, je le rappelle, à Abidjan le 24 février 2014, où je cite un extrait: plus qu'une aide humanitaire, c'est deux projets de développement humain et social dont notre continent a le plus besoin. Et c'est exactement dans cet esprit-là qu'est née cette initiative des pays africains de l'Atlantique, à l'initiative de Sa Majesté le roi Mohamed VI, qui compte 23 pays africains atlantiques. Pourquoi rassembler? On connaît bien sûr les entités économiques régionales, entre autres, du continent, mais pourquoi, ou quel est le poids, quelle est l'importance, au-delà des chiffres que j'ai cités dans mon introduction, de cet espace atlantique, au niveau d'abord continental et de manière beaucoup plus globale au niveau international? Abdelhak Basson. Oui, exactement. Vous avez raison. Déjà, en parlant des entités d'intégration actuelles qu'il y a en Afrique. Ils font leur chemin. Maintenant, sur quels critères ils ont été tracés? Pourquoi on a découpé cette Afrique? Déjà découpé à cause du colonialisme. Déjà découpé en 54 pays, oui. On la découpe encore en 5. C'est bien que de découper pour pouvoir quand même tenir compte des affinités entre États. Mais est-ce que ces découpages actuels tiennent compte
de ces affinités. Quand nous parlons de ce projet d'Afrique atlantique, ils ont déjà ce point commun de se partager la côte atlantique. Donc, ils se partagent également les menaces communes qu'il y a sur cette phase atlantique. Et puis, au niveau des tendances mondiales, nous sommes sur deux grandes tendances. Nous parlons au niveau économique de la maritimisation des économies, notamment avec le transport aérien, avec l'énergie, avec tout ce qu'il y a. Et nous parlons d'un fait démographique qui commence de plus en plus à apparaître, c'est la littoralisation des démographies. Les populations sont en train d'aller vers les côtes. C'est une tendance aussi qui est... Tout ceci pousse ces pays atlantiques à, si vous voulez, à s'agréger pour pouvoir faire face ensemble. Okay. Et généralement, on le connaît en géostratégie, en géopolitique, qu'est-ce qui peut pousser des pays à s'allier? Il n'y a que deux choses, il n'y a que deux objectifs, il n'y a pas de troisième. Soit engranger des intérêts ou les protéger. Des intérêts économiques. Des économiques, ça peut être culturel, ça peut être politique. Avoir des intérêts communs et il faut les protéger en commun. Très bien. Soit repousser des menaces. Il n'y a que ces deux. Et quand vous prenez l'Atlantique, il y a beaucoup d'intérêts à protéger et il y a beaucoup de menaces à repousser. Ces 21 États, s'ils se mettent ensemble, nous parlerons peut-être de la pédagogie de tout ça, s'ils se mettent ensemble, peuvent aussi conserver leur intérêt, les sauvegarder, mais ils peuvent également repousser toutes les menaces. On en reviendra peut-être. Justement, quelles sont aujourd'hui... Enfin, il y en a un paquet, malheureusement, de menaces. Est-ce qu'il y a exacerbation de ces menaces et qu'il y a urgence? Et c'est pour ça d'ailleurs qu'en un an, il y a déjà eu donc 3 réunions interministérielles de ce processus. C'est une initiative inédite de rassembler tous les pays. Abhar Basso et Nabil Adel, ma question, est-ce que c'est une première dans l'histoire du continent d'avoir un projet pour les pays riverains de l'océan Atlantique? Ça a commencé déjà en 2009. Okay. Il y avait la première tentative déjà en 2009. D'ailleurs, le secrétariat permanent de ces pays de l'Afrique atlantique, le Maroc a été désigné comme siège du secrétariat permanent en 2009. Aujourd'hui, on ne parle pas de créer le secrétariat permanent. On parle de réactiver le secrétariat permanent qui était déjà au Maroc depuis 2009. Très bien. Parlons justement de ces menaces, de ces challenges, en particulier sur cette façade atlantique. On parle aujourd'hui de terrorisme, de montée du terrorisme. Et le terrorisme est aussi maritimisé, comme le disait Abhar Basso. Quelles sont les autres menaces aujourd'hui qui prévalent dans cette région, en particulier, Nabil Adel? Alors, d'abord, avant de parler des menaces, je voudrais juste dire 2 mots sur l'opportunité de ce grand rassemblement. Oui. Il y a un récent rapport qui vient d'être publié la semaine dernière par un think tank français sur le Maroc en tant que puissance régionale. Donc, une puissance régionale a besoin d'espace de respiration. Le Maroc n'a pas trouvé ce qu'il cherchait à l'Est, il est en train de chercher à l'Ouest. Et donc, cette initiative de réunir 23 pays, naturellement à condition de lui donner le contenu économique et géostratégique nécessaire, peut devenir un espace de développement pour le Maroc. Toute puissance régionale, en phase de montée, ne peut pas compter que sur son marché intérieur. Elle a besoin de grands espaces économiques pour pouvoir créer des opportunités pour ses produits, pour ses entreprises, pour diffuser sa culture, son savoir, pour pouvoir asseoir cette influence sur des bases solides. Et le Maroc voit, après la tentative de la CEDEAO, cet espace qui regroupe 23 pays peut représenter pour le Maroc un espace de locomotive de développement. Mais surtout que c'est la moitié de la population africaine dont on parle ici. Et puis avec de grandes puissances. On parle du Maroc, on parle du Nigeria, on parle de l'Afrique du Sud, on parle de poids lourds de l'Afrique quand même. Et ça peut être un espace où on résout la conflictualité permanente en Afrique par le dialogue et par ce genre de mécanisme. Alors maintenant, en matière économique, naturellement, il n'y a pas de développement économique sans qu'il y ait une vision derrière. Et je pense que vous avez rappelé la vision de Sa Majesté. C'est-à-dire, il faut
qu'on puisse créer des espaces où les Africains puissent commercer entre eux, puissent faire dialoguer entre eux et puissent se co-développer. Dans cette démarche, le Maroc doit accentuer ses efforts en matière d'infrastructure et amener les pays africains à se mettre à niveau en matière d'infrastructure, parce que sans infrastructure, il n'y a pas de développement économique. Maintenant, pour revenir plus spécifiquement à votre question sur les menaces, il faut savoir que la façade atlantique africaine et la façade atlantique, surtout sud-américaine, sont souvent, je ne vais pas dire le théâtre parce que c'est maritime, mais sont souvent le réceptacle de beaucoup de trafic et de criminalité transfrontalière. Tout à fait. On a tous entendu parler de l'autoroute numéro 10, où la drogue... non, voilà, alors, pas moi. Alors, l'autoroute numéro 10, c'est une autoroute aérienne où la drogue arrive des pays de l'Afrique, des pays d'Amérique du Sud pour le golfe de Guinée et elle est acheminée sous la protection de groupes terroristes qui ont des accointances avec les groupes criminels. Oui. Ça va de pair en fait. Voilà. Donc les intérêts pour avoir du liquide pour les groupes voilà, terroristes, exactement. pour monétiser leur... Et pour les groupes criminels, ils ont besoin de protection. Tout à fait. Et donc, on s'assure, surtout en passant par des États faibles ou en faillite, pour les acheminer vers l'Europe. Oui. Donc là, il y a réellement une menace. Il y a réellement une menace et les efforts conjugués de pays pour lutter contre ça se situent à 3 niveaux. Alors, vous avez d'abord au niveau du renseignement, en mettant en place un renseignement partagé pour justement venir à bout de ce phénomène. Vous avez une dimension financière, c'est l'assèchement. C'est quand on contrôle ces voies de criminalité et de financement du terrorisme, on assèche les ressources du terrorisme. Et donc, on en vient à bout. Et puis, vous avez une dimension de développement économique, parce que plus il y a du développement économique, il y a des projets structurants, il y a de la création d'emplois, plus on sort des populations fragiles, des griffes de ces groupes. Donc, c'est une approche multidimensionnelle. Le Maroc gagnerait à la promouvoir. Maintenant, on a toujours parlé des 2 façades atlantiques. Attention, on parle de la façade africaine, mais aussi de la façade américaine. Aujourd'hui, il n'y a pas de contenu concret. Il y a juste des relations bilatérales entre... Il y a plus du bilatéral que du multilatéral. Voilà. Mais ce sont des choses, justement... Qui se construisent déjà. C'est ça l'opportunité. Un pan solide et unifié d'un côté, et puis par la suite... établir ce pont. Tout à fait, parce que quand on va parler aux pays d'Amérique en tant que groupe homogène qui fonctionne déjà, ça accélère beaucoup plus le processus que si on y va individuellement. Mais je pense que d'une part et d'autre de l'Atlantique, il y a des choses à faire. Ok. Alors, part et d'autre, il y a des choses à faire. Vous avez parlé de pédagogie tout à l'heure, ça a retenu mon attention. Professeur Bassou, on parle de pédagogie dans le sens où c'est bien, on parle de dialogue. Il y a d'abord, je veux dire, c'est le concept principal, c'est le dialogue politique et de sécurité. C'est surtout dans cette déclaration 2 de Rabat, Rabat 2, qui a été à l'issue de la 3e réunion interministérielle de ce processus. Et quand on veut qualifier ce partenariat, on met 3 adjectifs. Oui. Flexible, oui. Progressif et solidaire. Mais je crois que ça résume un peu toute la philosophie de l'initiative. Flexible dans la mesure où, à sa création, la structure ne peut pas être rigoureuse, ne peut pas être, si vous voulez, rigide. Oui. Donc il y a cette flexibilité, d'autant plus que les pays qui y participent ne sont pas du même niveau économique, ne sont pas du même niveau de gouvernance, et nous n'allons pas commencer à poser dans une structure africaine les conditions que pose l'Occident. Donc, c'est pour la flexibilité progressive, c'est-à-dire nous n'allons pas dire dans cette entité que nous sommes en train de créer que c'est demain que nous allons assurer toute la prospérité et la sécurité. C'est-à-dire nous allons y aller pas par pas. D'ailleurs, nous avons vu les recommandations qui ont été faites. Il n'y a que 3 recommandations, on y reviendra peut-être. Donc, c'est progressif. Et surtout, une chose solidaire. Et maintenant, j'ajouterai peut-être à ce que Nabil a dit sur la question de l'espace de projection. Un espace de projection pour le Maroc.
il faudrait là peut-être qu'on revienne à la philosophie du Maroc, même vis-à-vis de l'Afrique. Et là, je ne dis pas que ce sont des choses déclarées, je reviens à la constitution marocaine. La constitution marocaine, dans son préambule, divise le monde en 5 parties. Maghreb, monde européen et méditerranéen, la Oumma arabe, l'Afrique et le reste du monde. Et pour qualifier l'Afrique, il parle d'espace de coopération, où il y a peut-être cette question de projection, et de solidarité. C'est-à-dire, et là, c'est dans ce sens que l'on comprend l'idée de sud-sud. Dans la philosophie marocaine, il n'y a pas que le win-win, il y a aussi le solidaire. Là, on vient, si vous voulez, au secours de l'autre, de manière à ce que ce soit les plus aisés, les plus nantis ou les plus dotés, qui tirent les autres vers le bas et non pas vers le haut, et non pas ceux qui sont en bas qui vont tirer les autres vers le bas. D'où l'importance de la flexibilité aussi. De la flexibilité, de la solidarité et de cette progressivité. C'est-à-dire, on va essayer... D'ailleurs, la progressivité est très importante. Il va nous éviter un qualificatif que nous donnent les autres, c'est-à-dire qu'en Afrique, on ne fait que faire des résolutions, on ne fait rien. Nous allons être progressifs. C'est pas faux. Oui, mais progressifs, nous n'allons dire que ce que nous allons pouvoir faire. Oui, parfaitement. Donc on est dans un processus progressif et progressiste aussi, hein, pourquoi pas, parce que on veut aller de l'avant. Et c'est pour ça que c'est un plan d'action, et un plan d'action avec des groupes thématiques qui vont travailler dessus. Une par une, c'est-à-dire que pour les premières recommandations, maintenant, on parle de dialogue politique et de sécurité autour de la lutte contre ces choses-là. Donc voilà une case, on la trace. La deuxième case, économie bleue, connectivité maritime et énergie. Et troisième case, le développement durable et la protection de l'environnement. Donc, 3 cases. Maintenant, on va voir les priorités, qu'est-ce qu'on fait en premier, qu'est-ce qu'on fait en second. Je crois que c'est très pédagogique, c'est très organisé. Alors, la prochaine réunion va se tenir, on va revenir bien sûr à cette déclaration de Rabat II. La prochaine réunion va se tenir à New York, en marge de la 78e réunion ministérielle, ou en tout cas, session de l'Assemblée générale des Nations unies, donc cette réunion ministérielle du PEA. Pourquoi c'est en marge de cette Assemblée générale des Nations unies? Quelle est la symbolique, en fait, de cette tenue de cette réunion? Alors, je voudrais juste faire un petit commentaire sur l'Afrique, continent des résolutions, plus maintenant. C'est quand on voit, par exemple, la démarche qui était celle du Maroc. On peut la chiffrer et on peut mesurer les résultats. Quand le Maroc a commencé sa politique africaine, le commerce intra-africain entre le Maroc et l'Afrique représentait moins de 2 à 3%. Aujourd'hui, nous avons dépassé les 10%. La présence marocaine à travers les entreprises, tous secteurs confondus, s'est renforcée. Mais là, on parle d'un pays avec le reste du continent. Mais quand on parle du continent en soi, alors, j'y arrive. On parle de ces résolutions. Et vous avez raison. Alors, nous avons aujourd'hui 2 écoles en Afrique. Vous avez une école qui est toujours très dogmatique sur les slogans, sur des positions figées. Et c'est une génération qui commence, par le rappel de la biologie, à disparaître. On a vu récemment l'Angola qui est en train de virer de bout en bout, justement parce qu'il y a ce changement générationnel qui a fait que nous avons affaire à une nouvelle génération et donc l'agenda n'est pas celui de l'ancienne génération qui était plus dans une dynamique de guerre froide, dans une scission idéologique Est-Ouest. Aujourd'hui, nous sommes dans cette démarche où d'abord c'est le développement économique et la sécurité qui priment. Donc l'Union africaine en tant qu'ensemble a fait des choses intéressantes, naturellement, comme la zone de libre-échange africaine, comme la refonte de l'organisation de l'Union africaine, comme l'a rappelé le professeur Bassouk, l'intervention de l'Union africaine en faveur de l'Éthiopie pour ramener la paix, la supervision des élections en Nigeria. Donc l'Afrique fait des choses. Ce qu'on peut regretter, c'est le rythme.
Malheureusement, on aurait aimé avoir un rythme plus soutenu, mais l'Afrique aujourd'hui fait des choses et c'est grâce à cette nouvelle génération de dirigeants, comme l'a rappelé Sa Majesté, qu'on peut aujourd'hui faire une Afrique où le développement économique et les questions de sécurité, de partage culturel, je rappelle que le Maroc, au-delà de l'aspect purement économique, même si l'économie n'est pas péjorative en soi, mais vous avez beaucoup d'échanges culturels, de formation, le Maroc, à travers par exemple sa diplomatie sportive, met à disposition des pays africains frères, et c'est un devoir, toute son infrastructure sportive, ses centres de formation, justement dans cette démarche de win-win. Maintenant, la symbolique de la tenue de cette réunion en marge de la 78e édition de l'Assemblée générale des Nations Unies, c'est l'ancrage international. C'est qu'aujourd'hui, ce n'est pas qu'un cadre africain, puisque de toutes les manières, il y a une projection vers l'autre rive de l'Atlantique, notamment la rive sud, puisqu'au niveau de la rive nord, le projet n'arrive pas à avancer. La grande zone de libre-échange entre les États-Unis et l'Europe bute sur beaucoup de résistance de la part des Européens, même si les Nord-Américains poussent dans ce sens, mais qui sait, demain, on peut en faire partie, nous, puisque nous sommes complètement dans cet agenda. Donc, c'est lui donner cet ancrage international. Aujourd'hui, peut ouvrir la discussion avec les pays de la rive sud de l'Atlantique, autour au moins d'un projet commun dont les contours seraient à esquisser à l'avenir, mais c'est d'abord sortir du cadre purement africain pour aller sur une projection internationale. Mais encore une fois, c'est le genre d'initiative qui ne peut porter des fruits que si l'économie est le ciment. C'est qu'on va, comme l'avait dit Jean-Jacques Rousseau, c'est dans cet esprit de libéralisme où, au lieu de faire de la guerre, on fait de l'économie et du développement, et on ne fera taire les armes que par le co-développement économique. L'Europe n'a arrêté définitivement le chapitre de la guerre jusqu'à ce que M. Poutine décide de le rouvrir qu'à travers un développement économique et des échanges quand les États-Unis ont imposé à l'Europe l'idée d'Union européenne. Ils ont commencé par le bras militaire à travers l'OTAN, mais ils ont imposé à l'Europe maintenant. On a vu, les documents ont été déclassifiés, et les pères fondateurs de l'Europe ont été poussés par les Américains parce qu'ils ont compris que c'est avec l'économie qu'on développe. Et c'est la raison pour laquelle les Américains ont mis sur la table beaucoup d'argent dans le cadre du plan Marshall pour ramener ces pays à un niveau économique qui leur permet de s'intégrer. Et depuis que ces pays se sont intégrés économiquement, il n'y a plus de guerre. Donc le meilleur moyen de faire taire les armes, c'est le développement économique. Et c'est le co-développement aussi. Et c'est le co-développement, et c'est la démarche qui est prônée par Sa Majesté. C'est cette démarche de co-développement. Alors, il y a beaucoup de défis à ce co-développement et à cette intégration. Et avant, je crois qu'il y a peut-être une autre raison à cette question de faire concorder avec l'Assemblée générale des Nations unies. Oui. Alors, lors de la dernière assemblée, celle de 2022, il y a eu une réunion entre les États-Unis, 9 pays africains, quelques pays européens, ils étaient une vingtaine en tout, pour une initiative atlantique, avec un grand discours d'Anthony Blinken, disant que les États-Unis renvoient leur regard sur l'Atlantique, en rassurant et les Européens, et les Africains, et les Latino-Américains. Maintenant, les États-Unis, pour beaucoup d'observateurs, le regard, il est plutôt vers l'Indo-Pacifique. Maintenant, si on lit le discours de Blinken lors de la réunion qu'il y a eu en marge de l'Assemblée générale des Nations unies, il y a eu cette initiative américaine pour l'Atlantique, et qui parle du wider Atlantique, donc qui parle de tout l'Atlantique. En disant aux Portugais, rassurez-vous, votre initiative d'Atlantic Center créée aux Açores, en disant aux Brésiliens, votre initiative de zone de paix en Atlantique, en disant aux Marocains, tout ça, c'est pour le coordonner. Les Américains veulent encore revenir en leader dans l'Atlantique. Et ce fait peut-être de dire que, d'ailleurs, à rappeler que le Maroc n'a pas participé à cette réunion. Donc revenir cette année
à l'Assemblée générale, c'est rappeler à tout le monde qu'il y a un côté africain de cet Atlantique. De cet Atlantique. Et cet côté Atlantique va se rassembler en marge de l'Assemblée générale. Est-ce que vous pensez justement que ce côté africain de l'Atlantique va faire que ces initiatives américaines, cette ambition américaine de reprendre pied, j'ai envie de dire, sur le continent africain, pourrait réussir grâce à cette initiative atlantique? Là où, effectivement, la diplomatie américaine peine à reprendre ses marques sur le continent africain. C'est ça, d'ailleurs, c'est l'initiative. Si nous sommes ensemble en 21, nous n'allons pas partir parler aux Américains, aux Brésiliens, aux Européens, on ne va pas parler en ordre dispersé. Oui. Ce qui nous arrive en Méditerranée avec l'Europe. Exact. Avec l'Europe, le sud de la Méditerranée, quand il traite avec l'Europe, il traite en ordre dispersé. Oui. Et donc, il est dans des positions de faiblesse. Et je crois que si cette initiative des 21, jusqu'à présent, il n'y a que 21 pays qui participent, donc de 21 pays, qui vont parler la même voix. Ils vont parler la même voix aux Américains du Sud, aux Américains du Nord et aux Européens. Nous sommes pour, mais nous sommes un ensemble structuré qui existe, qui est déjà presque intégré. OK. Pilier stratégique, c'est cette coopération sud-sud qui a été évoquée par Sibassou tout à l'heure. Il y a la coopération sud-sud qui est un pilier stratégique de la politique étrangère du Maroc. Comment assimiler ou comment peut-être intégrer une vision atlantique dans cette coopération sud-sud? Comment l'accentuer? Comme on l'a dit tout à l'heure, aujourd'hui, si les États-Unis, depuis la fin de l'ère Obama et le début de l'ère Trump, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait un shift. C'est que désormais, l'ennemi à combattre, ce n'est pas le terrorisme, enfin, il est passé en second lieu, mais d'abord, on se focalise sur le cas de la Chine qui, pendant que les États-Unis étaient occupés à faire le ménage au Moyen-Orient, la Chine a accéléré son développement. Et à partir de 2015-2016, on a commencé à sentir la menace. Donc du coup, vers la fin du mandat d'Obama et le début du mandat de Trump, les États-Unis ont tourné, ils se sont focalisés sur le Pacifique. Parce que pour eux, c'est là où ça va se jouer au XXIe siècle, avec la montée de puissances telles que la Chine, la Russie, et la menace de la Corée du Nord. Et puis, il faut qu'ils rassurent leurs alliés traditionnels, que sont la Corée, Singapour, le Japon, et ainsi de suite. Mais sur la façade atlantique, leur seul grand projet, c'était quoi? C'était la grande zone de libre-échange avec l'Europe. Et qui a été ralentie par une résistance forte de la part des Européens. Donald Trump a compris que quelque chose pouvait se jouer avec le Maroc. Si on s'appuie sur le Maroc, qui a déjà des relations qu'il a construites depuis 2000. Sur le Maroc, au moment où Donald Trump a reconnu la souveraineté du Maroc sur ses provinces du Sud, le Maroc avait 20 ans de présence en Afrique, ou de politique africaine. Africaine, oui. Et donc, plusieurs pays ont ouvert des représentations diplomatiques dans les provinces du Sud. Nous avons des accords de libre-échange avec beaucoup de pays, des investissements. Donc, le Maroc, et ça, c'est le flair de Donald Trump qui agit en tant qu'homme d'affaires, le Maroc peut lui faire gagner beaucoup de temps dans ce repositionnement sur l'Afrique. Si on s'appuie sur un pays comme le Maroc, on peut gagner beaucoup de temps, parce que le Maroc a déjà de la matière. Il ne va pas tout construire. Le Maroc a déjà construit de la présence économique, des accords, une vision qu'il concrétise par sa diplomatie, donc il va lui faciliter la tâche. On peut regretter que l'administration qui a succédé à Donald Trump a ralenti le tempo. Mais si Donald Trump était resté, nous aurions vu ce groupe-là beaucoup plus fort et beaucoup plus puissant, parce que ça aurait permis aux Américains de gagner beaucoup de temps. Les Américains, ils sont maintenant occupés sur l'autre front, la guerre de Russie, la menace chinoise, et donc ils ont quelque peu délaissé cette partie du monde, même si ils ont un projet dans ce sens. Donc le Maroc peut jouer
un rôle de leadership sans prétention, puisque dans cet espace, on est tous égaux, il n'y a pas de pensée hégémonique et le Maroc ne doit pas en avoir, c'est de dire, nous, on peut, si on veut accélérer l'intégration dans cette partie du monde, nous avons déjà la matière. Nous avons déjà les investissements, nous avons déjà une expérience, nous commerçons déjà avec ces pays. Il y a de la coopération militaire, il y a de la coopération en matière d'échanges scientifiques et culturels et religieux. Et puis surtout, le Maroc est, je pense, le premier pays africain, corrigez-moi si je me trompe, à avoir une politique d'immigration intra-africaine. Ça veut dire que non seulement on tient bien nos frontières, mais dans un devoir vis-à-vis de nos frères africains, on régularise leur situation. Donc voilà un pays qui coche toutes les cases pour pouvoir jouer un grand rôle dans cet espace d'intégration atlantique. Espace d'intégration atlantique, et quelle convergence, quelle complémentarité entre les enjeux économiques des deux rives de l'Atlantique? Comme l'a rappelé tout à l'heure le professeur Bassou, commençons déjà à un niveau au niveau de l'Afrique, faisons quelque chose qu'on peut présenter comme un modèle de réussite. Vous savez, les pays, surtout quand vous avez des pays pragmatiques. C'est pour ça qu'on parle de dialogue politique voilà. dans cette montrer quelque chose qui fonctionne. Dans cette initiative. On Voilà. parle de dialogue politique. D'abord. Et de sécurité. D'abord. Pourquoi ? Parce que pourquoi tout le monde veut rejoindre l'Europe ? Parce qu'on a montré que ça marche. Ok, bon, avec tous ces problèmes. Pourquoi beaucoup de pays veulent rejoindre l'Europe ? Ah oui, l'UE. Pourquoi Parce que moi j'ai pensé, vous savez, parce que hier on a fait une émission, on l'a dédiée à la question de la migration, parce que maintenant c'est le grand sujet en Europe. Et je pensais justement aux Africains qui tentent je parle de l'Union européenne. Oui, de l'Union européenne, parce des pays qui veulent. Voilà, parce qu'on a montré un modèle qui marche, un espace de prospérité partagée, de justice, de démocratie. Donc ça donne envie aux autres de rejoindre le mouvement. Le Maroc doit présenter, ce groupe atlantique, la façade africaine, doit montrer un cas qui réussit. Et là, il pourra beaucoup plus facilement discuter avec l'autre rive américaine de l'Atlantique, plutôt que de rester sur un projet. Voilà. C'est tout l'avantage de ne pas avancer en nord dispersé. Quand nous allons nous présenter à des partenaires, soit sud-américains, nord-américains, européens, c'est-à-dire à tout ce monde atlantique, nous allons lui dire, vous allez avoir des accords, vous allez avoir des partenariats avec 46% de la population. Vous l'avez rappelé en introduction. Avec 55% du PIB africain, avec 57% du commerce. Donc tout ça, pour dire aux gens, voilà ce que nous sommes. Et c'est pour ça que, comme d'ailleurs Nabil vient de le rappeler, il est important de venir d'abord, d'ancrer d'abord cet espace avant de pouvoir aller vers les autres. Aller vers les autres, chaque pays tout seul, qu'est-ce que les Américains du Sud vont faire avec une population de 40 millions, 50 millions, 30 millions, 35 millions? Mais si on se présente en tant qu'espace, là, c'est une autre chose. Alors, en tant qu'espace, c'est un espace aussi qui est maritime et marin, et les enjeux là sont grands. Et on le voit, il y a vraiment un engouement international, notamment des bailleurs de fonds, des institutions financières internationales sur cette question bleue, de l'économie bleue, de la préservation de l'espace maritime et marin surtout. C'est un peu, d'ailleurs, ça fait aussi l'objet de plusieurs réunions à très haut niveau. Quelle coopération déjà? Est-ce qu'il y a une base pour cette coopération-là entre ces pays africains, Nabil Adel? Alors malheureusement, à part la géographie, il n'y a pas grand-chose. D'accord. Puisque c'est le genre, l'économie de la mer, l'économie bleue, c'est beaucoup de technologie. C'est beaucoup d'infrastructures portuaires, en termes de logistique, en termes de zones d'échange de marchandises et autres. Si on veut vraiment faire de l'économie de la mer, donc il y a beaucoup de technologies à développer. Malheureusement, pour le moment, la géographie est de notre côté, mais c'est tout. Donc il y a beaucoup de choses à faire. Alors, on peut commencer déjà par les ports et le développement des ports. Le Maroc, je pense, a des projets à ce niveau-là, au niveau de Dakhla. Peut-être on parle de plus en plus de Gouéra.
s'il n'y a pas de port moderne et dynamique, ces espaces sont des espaces d'échange. Alors, soit ce sont des échanges de marchandises, et donc là, effectivement, l'élément portuaire joue un grand rôle, soit ce sont des espaces d'échange d'investissement et de marchandises, et là aussi la dimension infrastructure terrestre joue un grand rôle. Or, malheureusement, sur les deux aspects, l'Afrique a encore beaucoup de chemin. C'est-à-dire, on n'a pas encore... Là, on parle de commerce et d'intégration. Ce n'est pas le volet écologique, parce que moi, je vous interpellais sur le volet écologique. Excusez-moi. Mais effectivement, non, vous faites bien de parler de l'économie bleue, parce que l'économie bleue, c'est aussi le commerce maritime, c'est aussi la pêche, c'est aussi l'écologie et la préservation et le développement durable, la préservation de ces ressources. Alors nous, on n'a pas encore atteint ce stade. On n'a pas encore atteint le stade de polluer pour préserver. Okay, il faut d'abord, en matière de développement économique, ce sont des pays qui sont vierges d'un point de vue. Non, mais en termes de pollution marine, c'est certes, nous ne polluons pas l'air, mais les études ont démontré que d'abord, le continent est un grand, enfin en tout cas les Africains sont de grands consommateurs de plastique à single use, à usage unique, ce qui fait que ça pollue et c'est pour ça qu'il y a c'est pour ça qu'il y a cet engouement vers les initiatives pour aider ces pays et les hydrocarbures aussi en offshore. Absolument. En fait, ce que je veux dire, c'est qu'en matière de pollution, il faut atteindre un certain degré d'industrialisation pour polluer. Alors, ce n'est pas les Africains qui polluent. Du coup. Non, mais là, vous parlez de pollution de l'air, c'est-à-dire d'émissions de CO2. Non, même au niveau maritime, les espaces maritimes africains ne sont pas toujours exploités par les Africains. C'est une zone de grand passage de bateaux. C'est ça. Grand passage de pétroliers. C'est une zone où il y a de l'action à faire, d'une manière. Et puis, il y a ces questions d'environnement. Il y a tout l'impact sur la population des côtes, notamment les populations de pêcheurs. Exact. Et plus les côtes sont polluées, plus ces pêcheurs sont obligés d'aller ailleurs. De changer il y a toute une exode. Tout à fait. Le Nigeria, c'est-à-dire quand vous avez des compagnies pétrolières qui viennent faire leur forage, leur prospective, tout ce qu'ils font, eh bien toute la côte est polluée. Et les pêcheurs sont obligés de partir. Comment faire? Ils s'en vont, si vous voulez, grossir les rangs des pêcheurs illégaux. Et d'ailleurs, l'une des problématiques en Atlantique, c'est cette question de pêche illégale. On dit qu'un poisson sur 5 pêché en Atlantique est le fruit de la pêche illégale. C'est quoi la pêche illégale? C'est-à-dire, c'est une pêche qui se fait sans l'accord des pays, donc c'est presque c'est des pêcheurs qui vont pêcher. C'est des braconniers de la mer, si vous voulez. C'est des braconniers de la mer. C'est des braconniers de la mer, et de deux, qui ne respectent pas, si vous voulez, l'environnement marin, les périodes de repos, qui ne font pas ça. Ce sont des gens qui pêchent sans tenir compte, si vous voulez, du droit ou des lois de l'État côtier qu'il y ait. Et là, c'est tout un problème, c'est-à-dire toute cette pêche qui est illégale, qui est non déclarée, qui est un problème dans ces pays. Donc tout ça participe un peu à cette question de sauvegarde, si vous voulez, de l'environnement marin. Non seulement sauvegarder cet environnement, mais essayer également de s'occuper de ses conséquences sur la population des côtes. Comment une structure telle que celle-ci peut agir sur ce genre de problématiques? Comment apporter une réponse? En fait, parce que c'est ça, c'est le fait d'apporter une réponse commune à un défi commun. Parce que si les poissons commencent à manquer, ce sont tous ces pays-là qui vont subir les impacts et les populations qui vivent de cela. C'est-à-dire l'augmentation des températures dans les océans, donc l'exode de la faune marine également, qui fait certaines choses. Et il y a déjà une chose, on a parlé tout à l'heure de cette question de progressivité. Aujourd'hui, on a une chose, c'est la conscience, c'est l'inscription à l'ordre du jour. Oui. Donc c'est la conscience. Il faut que ces gens-là se retournent, je crois que ça c'est les réunions ministérielles. Maintenant, ça va être suivi par les réunions des experts. Et des coordinations nationales. Alors, au niveau de chaque pays, pour qu'il y ait après une coordination entre tous les pays. Parce qu'il ne s'agit pas que, certes, on va dire que l'initiative, elle a été actée par les ministres des Affaires étrangères,
c'est un fait, mais elle concerne plusieurs départements. On parle de progressif, on parle de flexible. Trouver de quelle manière faire ces choses. Parce que des fois, vous avez beaucoup de normes qui ne marchent pas. Vous faites une norme, mais les pays, il y a certains qui ont les moyens, si vous voulez, d'exécuter cette norme, mais il y a certains pays qui n'ont pas ces moyens. Donc, comment faire? Et si vous avez un seul maillon de la chaîne qui floppe, moi je ne sais pas, qui ne fait pas ce qu'il faut faire. Exact, qui faille. Toute la chaîne est finie. Et donc, de cette manière, on l'inscrit à l'ordre du jour pour les ministres, mais les experts, les autres, on va commencer à produire des normes aussi. On va mettre ces normes en exécution. On a parlé de solidarité, on va aider ceux qui ne peuvent pas mettre les normes à pouvoir les faire. Et je crois que cette question de progressivité est très importante parce qu'il va peut-être, il ne va pas permettre d'aller très vite, mais il va permettre d'aller sûrement. D'aller sûrement et dans du concret. C'est ça, de réaliser. Exact. Progressivement, on peut réaliser. Oui. Alors, je voudrais juste revenir. Alors, pour réaliser, il y a un autre, et là, on n'en a pas trop parlé, c'est les défis sécuritaires auxquels font face ces pays riverains de l'Atlantique. Vous avez parlé tout à l'heure de cette plaque tournante de la drogue en provenance d'Amérique du Sud. Il y a aussi les enjeux sécuritaires que l'on connaît qui émanent cette fois-ci du continent. Est-ce qu'il y a le phénomène de piraterie maintenant qui est en train d'évoluer dans la région, parce qu'on connaît un peu la Corne de l'Afrique, mais la région atlantique, c'est pas vraiment un phénomène qui est courant. Cette région fait face aux problèmes terroristes. Attention, la bête est toujours là. Et justement, la meilleure réponse à un phénomène terroriste, c'est la réponse collective. Partage d'informations, notamment assèchement du financement, formation. Le terrorisme ne peut pas s'installer dans un environnement qui le rejette. C'est très difficile. Alors, et on le rejette justement par le discours modéré, par la formation, par l'accompagnement, et je pense que le Maroc joue un grand rôle à ce niveau-là. Les défis sécuritaires sont d'abord les groupes terroristes et puis l'accointance entre les groupes terroristes et les groupes criminels, comme on a vu tout à l'heure ce que vous avez dit tout à l'heure. Ce que j'ai expliqué tout à l'heure. Ouais. Donc, sur cette façade atlantique, vous avez d'abord la présence de certains groupes terroristes, mais c'est surtout ces liens entre les groupes terroristes et les barons de la drogue de l'Amérique centrale et latine qui vont faire le gros de la coopération sécuritaire. Très bien. Parce que là, nous avons un phénomène complexe où vous avez deux flux financiers illicites et deux collaborations evil, comme on dit en anglais. L'un procure la protection, l'autre procure les flux financiers et sont des gens qui ont des moyens qui dépassent certains États. Donc la coopération sécuritaire se situe à ce niveau-là. Vous avez, comme on a dit tout à l'heure, la menace terroriste, parce qui est toujours là, et qu'il faut endiguer. Et puis vous avez surtout, et je pense que le ministre Boletta en a déjà parlé, les groupes séparatistes, qui aujourd'hui ralentissent, voire même freinent toute collaboration et tout partenariat d'envergure. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas avoir des groupes séparatistes qui peuvent menacer la sécurité et le flux de marchandises dans cet espace. On a vu en 2020, avec l'affaire Guerguerat, où on a vu un ramassis de criminels qui ont mercenaires qui ont bloqué le commerce entre le nord et le sud pendant plusieurs jours. Et donc, il a fallu l'intervention du Maroc pour pouvoir nettoyer la zone. Alors, si vous avez beaucoup de groupes comme ça, vous ne pouvez pas avoir un espace de développement tel qu'on l'envisage et vous accentuez les problématiques de sécurité. Parce que ces groupes représentent le ventre mou
dans lequel prospèrent les groupes terroristes, parce qu'un groupe terroriste ne peut prospérer que dans un État en faillite. Et donc là, le défi devient de taille. Merci beaucoup, Nabila Adel. Merci, Abdelhak Bassou. Vous vouliez rajouter peut-être un ou deux mots? Sur cette question de terrorisme, aujourd'hui, vous avez cette côte atlantique. Brièvement, merci. Cette côte atlantique qui est vraiment objet de menace, parce que c'est-à-dire ce sont ces pays-là de la côte qui sont aujourd'hui le rempart entre le terrorisme et l'océan. Vous parlez du Nigeria jusqu'au Sénégal, c'est là où ça se situe. Donc, je crois que la menace y est, elle existe. Et la réponse peut être aussi commune. Et c'est pour cela, entre autres, qu'a été créé ce groupe de travail, ou en tout cas ce processus des États africains de l'Atlantique. Merci beaucoup, Abdelhak Bassou, Senior Fellow Policy Center for the New South. Je rappelle que le PCNS, donc ce think tank, vient de publier son rapport annuel sur la géopolitique de l'Afrique 2023. C'est fait par des Africains. 30 auteurs africains issus de 12 pays du continent ont contribué à l'élaboration de ce rapport que vous avez dirigé, je le rappelle encore une fois. Et c'est vraiment un rapport de référence pour suivre les évolutions 2022-2023 de ce pays, de ce continent, qui est le continent africain. Et l'année prochaine, focus sur l'Atlantique. Voilà, et c'est dit, et c'est annoncé en exclusivité sur ce plateau. Nabila Adel, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci, un plaisir d'avoir échangé avec vous et merci à vous pour votre fidélité à Questions d'Actu et à Média TV. Très bonne soirée.